l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 4, la vie politique. Si la technocratie a devant elle de beaux jours, notamment dans le cadre de la société post-industrielle, c'est aussi parce que les citoyens ne perçoivent peut-être plus dans les discours politiques partisans auxquels notre histoire nous a habitués, la moindre vérité. La relation de plus en plus distendue entre politique et vérité pousse peut-être à s'en remettre en matière d'intérêt général à des spécialistes, à des techniciens. Alors le divorce, au fond, a été immédiat, si on suit l'histoire des idées. Je pense notamment aux conditions du procès et de la mort de Socrate, un événement qui a bien montré l'antagonisme quasi insurmontable entre la recherche de la vérité et les conditions dans lesquelles s'exerce la politique. Ce qui n'a pas conduit Platon nécessairement à renoncer à la politique, mais plutôt à considérer au contraire que la cité devait être confiée à ceux qui ont les yeux fixés sur l'essence éternelle et immuable des choses, c'est-à-dire aux philosophes. Parce qu'il connaît la vérité, le philosophe roi peut d'ailleurs utiliser le pieux mensonge dans l'intérêt de la cité. Donc tout s'est joué dès 399 avant Jésus-Christ. L'injustice de la mort de Socrate conduit Platon à considérer qu'il est plus sage de s'en remettre aux techniciens de la pensée, à ceux qui ont le savoir-penser, le savoir-faire logique, à ceux qui contemplent la vérité. Le passage donc à la technocratie. Platon, le procès, la mort de Socrate, 399 avant Jésus-Christ, l'histoire du mensonge en politique peut donc commencer. Alors aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. La prolifération des fausses nouvelles en matière de politique nationale et internationale serait même aujourd'hui responsable du basculement de nos sociétés dans une nouvelle ère qu'on appelle l'ère de la post-vérité. C'est une expression qui a été forgée par Steve Techtich dans un article paru en 1992 aux États-Unis et qui a été vulgarisée en 2004 par le livre L'ère de la post-vérité de Ralph Keyes, qui est un livre qui a connu donc un succès très important aux États-Unis et en Europe. Le très fameux dictionnaire britannique d'Oxford a jugé en 2016 que le mot post-vérité était le mot de l'année. Et la définition qu'il en donne est la suivante. Je cite « Circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. » Ce nouvel âge de la post-vérité, eh bien, il est rythmé de ce qu'on appelle aujourd'hui d'un mot valise. Il est rythmé d'infox. C'est un mot valise composé du mot information et du mot intoxication. Et une infox, c'est une information mensongère, délibérément biaisée. C'est ce qu'on appelle une fake news. Alors, l'histoire des fake news, on peut peut-être la ramener à trois dates importantes. 2002, 2003, 2016. 2002, c'est après les attentats du 11 septembre 2001, ces milliers de personnes qui, échangeant sur les réseaux sociaux, vont constituer une théorie du complot qui met en doute les versions qu'ont données les présidents successifs des États-Unis et les médias. Au fond, c'est la théorie du complot qui se développe, l'idée qu'il y aurait une autre vérité que celle qui serait officiellement donnée par le pouvoir. Février 2003, là, l'affaire est un peu plus grave, puisque cette fois-ci, c'est le secrétaire d'État, Colin Powell, qui va brandir un flacon censé être la preuve que les Irakiens fabriquent des armes de destruction massive. Et donc là, évidemment, ça permet à l'administration Bush d'identifier les commanditaires des attentats. Elle va désigner l'Irak comme principal responsable, et sur la base d'arguments qui se révéleront par la suite infondés, elle va engager la communauté internationale à rejoindre les États-Unis dans la guerre. C'est la fake news la plus importante, j'allais dire effectivement la plus spectaculaire de cette époque. Et puis récemment, en 2016, deux événements peut-être de moindre importance en apparence, vont contribuer à faire entrer l'expression post-factuelle, post-vérité, dans le vocabulaire usuel des commentateurs politiques. Le 23 juin, les Britanniques vont voter majoritairement pour une politique de sortie de l'Union européenne. Et le 8 novembre de la même année,
le milliardaire et ancien animateur d'émissions de télé-réalité Donald Trump est élu président des États-Unis. Boris Johnson, Donald Trump, utilisent avec des expressions grimaçantes quantité de contre-vérités dans leurs campagnes électorales et ont recours à une rhétorique basée sur la violence qui se traduit par l'énoncé de ce qu'on appelle, selon la conseillère en com de Trump, des faits alternatifs. On est bien entré dans l'ère de la post-vérité en politique. Alors attention, la post-vérité, ce n'est pas le recours au mensonge. Celui qui profère des post-vérités n'est pas vraiment un menteur. Le menteur n'est pas un ennemi de la vérité. Au fond, d'une certaine manière, il la respecte. Parce que sans vérité, bien, il ne pourrait pas mentir. Puisque pour mentir, il faut que les gens croient que ce qu'on dit est vrai. Donc il faut bien croire qu'il y a une vérité. Trump n'est pas un menteur, au sens où peut-être Richard Nixon ou George W. Bush furent des menteurs en politique. C'est juste un bonimenteur, un baratineur, parce qu'au fond, personne ne le croit. Il pratique ce que le philosophe américain Harry Frankfurt appelle le bullshit, ce que l'on pourrait traduire par l'art de dire des conneries. Et c'est l'attitude qui consiste à se moquer de la vérité, à n'avoir cure ni du vrai ni du faux. Le bullshitter, au fond, n'a qu'un seul objectif, gagner. Et pour gagner, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il bluffe. Alors, nos démocraties méritent-elles d'être menées par des joueurs de poker ? À tout prendre. Un bon technocrate. N'est-ce pas plus rassurant ? C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.